Donc, je me permets d'appeler le professeur Monsef Salami de la faculté de médecine de Sfax, ORL, qui va nous parler d'un sujet fort intéressant, le larynx irritable. C'est un syndrome qui est méconnu même par les ORL. À vous la parole. Merci. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie le comité d'organisation. Donc on a discuté de ce syndrome dernièrement lorsqu'on s'est rencontrés à Cannes et à Nice avec Dr Sartout au CIANI. Et c'est un syndrome qui est vraiment méconnu et il est sous-estimé. C'est un diagnostic qu'on fait pas facilement. Le syndrome du larynx irritable. Comment on fait passer les diapos? C'est bon, ça marche pas. S'il vous plaît, si on peut avoir la présentation sur l'écran. Je dois cliquer dessus, c'est ça. Je sais plus. حتى نحن. Oui. Je pense qu'il a fait le trajet aussi. C'est pas évident. Donc, je vais commencer par un cas clinique que je vais présenter dans quelques instants, j'espère. C'est une petite qui est âgée de 5 ans, qui se présente pour une symptomatologie laryngée avec une toux récidivante. Et ces symptômes évoluent depuis 6 mois. Donc ça évolue depuis 6 mois. Lorsqu'on a interrogé la maman, elle ne fait pas d'angine à répétition. Elle n'a pas de rhinopharyngite récidivante. C'est bon. Et sa symptomatologie, c'est une toux récidivante avec des laryngospasmes. Donc c'est des accès de toux irritatifs avec des spasmes laryngés et une dyspnée associée avec dysphonie. Et c'est épisodique. Donc la petite, elle a fait le tour des généralistes et spécialistes. Elle a eu un bilan complet. Elle a eu la radio thorax, elle a eu aussi une radio du cavum de profil, les tests cutanés. Elle a aussi eu une pH-métrie. Tout était revenu négatif. Zouaïr. Au secours. Nejd. C'est bon? Ça va? On a déjà fait 4 minutes, sans présentation, mais... Ouais. Et je recommence après, oui. Là, chez moi, c'est pas bon. C'est bon? Le PC est irrité, effectivement. Il n'est pas tout à fait d'accord avec la thématique, apparemment. J'en ai plein, j'ai un petit de 8 ans. Je fais comme ça. Et l'écran, je l'oublie. D'accord. C'est bon? Donc je pense que si j'ai pas de conflit d'intérêt, ça va marcher. Donc je continue avec la petite. Bon, je rappelle, c'est une petite de 5 ans, un cas réel, qui présente des crises de toux récidivantes, irritatives, plus ou moins associées à des épisodes infectieux, rhinopharyngite, angine ou bien des pneumopathies. Parfois, c'est des crises de toux sans infection associée. Donc elle a en plus une sensation d'étouffement et un strident
qu'on peut appeler laryngospasme. Donc, elle a eu tout un bilan qui est revenu négatif. Elle a eu des corticoïdes, des bronchodilatateurs, des antihistaminiques, des IPP, sans amélioration. Donc, souvent, c'est des patients qui débarquent à la consultation, que ce soit chez des pneumopédiatres, ou ORL, ou les pneumologues, pour avoir une prise en charge, un diagnostic étiologique. Donc, lorsqu'elle est venue à notre consultation, on a fait l'examen ORL, on a cherché une hypertrophie des amygdales palatines, on a posé la question par rapport à l'apnée du sommeil, des rhinopharyngites ou bien des angines récidivantes. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? La maman dit que lorsque je mets le parfum, ma petite, elle tousse. Sinon, les parfums d'ambiance aussi. Et la symptomatologie évolue depuis la naissance de sa sœur, qui a une malformation congénitale. Donc, on a fait l'examen. Il n'y a rien de particulier au niveau oropharyngé. Les amygdales sont des amygdales de grade 2. La palpation cervicale, on trouve pas de tuméfaction, il n'y a pas d'angiome. Et je vous montre la vidéo, ça marche pas non plus. Si, ça marche. Donc, on a parfois un peu de peine à faire des nasofibroscopies pour les enfants. Du côté gauche, on peut pas passer, il y a une petite déviation septale, donc on passe du côté droit. Donc il n'y a pas de signe en faveur de rhinite allergique, c'est une muqueuse qui est normale. Les végétations sont de taille normale pour cet âge-là, sans infection. On voit les amygdales, le larynx, mobilité normale, épiglotte de forme normale. Il n'y a pas de rétrécissement des replis épiglottiques, les cordes vocales, mobilité et aspect normal. Donc on passe. Juste la diapo d'avant. Celle d'avant. C'est un peu... s'il vous plaît. Donc, on est passé au bureau d'à côté, chez l'orthophoniste, pour faire un bilan, puisque sa problématique est plutôt laryngée. Avec notre orthophoniste, on a vu que la patiente avait une désorganisation de la respiration, la palpation et une tension accrue au niveau des muscles sous-hyoïdiens, mais aussi au niveau des sternocleidomastoïdiens, avec une diminution comparativement à son âge du temps de phonation et de temps d'expiration, avec une voix qui est faible et grave. Donc là, ce cas clinique, je l'ai mis pédiatrique, puisque c'est un thème pédiatrique et ORL, mais on peut voir aussi ce larynx irritable chez l'adulte, et c'est beaucoup plus décrit chez l'adulte. Donc c'est le syndrome de larynx irritable, c'est un syndrome qui est méconnu. Il y a peu d'études qui en parlent. Et la première étude qui a rapporté ce syndrome, c'est une étude en 99 de Ramage, qui a parlé de ce larynx qui est tout le temps irrité, hyperkinétique. Et cette symptomatologie de laryngée, elle est secondaire souvent à un stimuli qui est nocif ou non nocif. Et c'est une voie c'est une réponse sensorio-motrice exagérée du larynx. Donc il y a plusieurs syndromes, mais qui signifient la même chose. On parle de syndrome du larynx irritable, d'hypersensibilité laryngée, de neuropathie laryngée, de neuropathie vagale, d'hypersensibilité des voies aériennes extrathoraciques, des voies aériennes supérieures. Tous ces termes ont la même signification et c'est le même syndrome. Donc, dans le syndrome du larynx irritable, le patient, il présente un spasme des muscles laryngés et ce spasme, il est secondaire à un stimuli qui peut être nocif ou pas. Et il se manifeste par 3 symptômes essentiellement. Un des symptômes peut être au premier lieu. C'est soit une toux chronique, ou bien une sensation de bout dans la gorge, ou un laryngospasme. Donc, sur le plan physiopathologique, puisque c'est une neuropathie laryngée sensitive, on doit parler de l'innervation sensitive du larynx. L'innervation sensitive du larynx, il est assuré par une branche du nerf laryngé supérieur, qui est une branche du vague. C'est la branche interne
du laryngé supérieur qui assure la sensibilité de la partie supérieure des cordes vocales, de l'épiglotte et du vestibule laryngé. Et les terminaisons nerveuses du nerf laryngé supérieur, sa branche interne, elle est hyper sollicitée lors du larynx irritable. Donc il a aussi une branche externe qui est motrice, et le nerf laryngé inférieur, et le nerf récurrent, c'est un nerf essentiellement moteur. Donc on parle aussi des réflexes de tout. Le seuil de réflexe de tout chez ces patients-là qui ont le syndrome du larynx irritable, il est abaissé. On a des récepteurs qu'on trouve en grande quantité, en grande concentration au niveau de la muqueuse laryngée, mais aussi au niveau du nasopharynx, des fosses nasales, de la trachée, des branches, péricarde et œsophage. Donc la stimulation nociceptive au niveau du larynx va entraîner le réflexe de tout, qui est un réflexe de protection des voies aériennes médié par le nerf phrénique, les nerfs spinaux et le nerf vague. Et dans le syndrome du larynx irritable, il y a un réflexe qui est hyper sollicité, et pour ce réflexe-là, on a un seuil de stimulation qui est très bas. C'est le réflexe adducteur laryngé. C'est notre réflexe protecteur des voies aériennes supérieures, qui est médié par la stimulation au niveau de la muqueuse laryngée, avec un influx et des potentiels d'action qui passent par le laryngé supérieur, et comme résultat, on aura une adduction des cordes vocales. Ça stimule les muscles thyro-aryténoïdiens pour fermer la glotte. Donc ce réflexe-là, il est hyper stimulé chez ces patients-là. Donc il y a des facteurs favorisants au larynx irritable. Donc c'est les facteurs psychologiques, c'est des patients qui sont déprimés, qui sont anxieux. Aussi, c'est des patients qui peuvent avoir un mode de vie assez spécial, un tabagisme, un alcoolisme exagéré. Des patients qui ont une utilisation exagérée de la voix, le surmenage vocal, le malmenage vocal. On trouve beaucoup ce syndrome chez les professionnels de la voix. On peut aussi avoir comme facteur favorisant les lésions au niveau des voies aériennes supérieures par des irritants exogènes, comme la fumée, l'air froid, les parfums, ou bien des irritants endogènes, le reflux pharyngolaryngé ou le reflux gastro-œsophagien, l'infection ou bien l'inflammation chronique dans les rhinosinusites avec jetage postérieur, l'atrophie de la muqueuse des voies aériennes supérieures qu'on retrouve dans certaines carences, et des syndromes métaboliques. On a eu une association entre diabète et syndrome du larynx irritable. Donc actuellement, on va vers une classification du syndrome du larynx irritable qui se base sur 3 mécanismes essentiels qui sont l'atteinte tissulaire périphérique, l'atteinte neuropathique et la neuroplasticité inadaptée. Donc l'atteinte tissulaire, c'est l'inflammation, comme on a parlé, les irritants exogènes et endogènes, tels que le reflux gastro-œsophagien, les infections, les rhinopharyngites récidivantes, les sinusites récidivantes, l'atrophie muqueuse. Concernant la carence en vitamine B12, on peut aussi avoir une neuropathie associée par la carence en vitamine B12, les dommages mécaniques par une irritation, par la surutilisation de la voix, l'atteinte neuropathique, surtout post-virale, et une neuroplasticité inadaptée qui va stimuler et concerner essentiellement les noyaux centraux qui sont responsables de la douleur. Alors, on voit beaucoup d'associations de larynx irritable et de syndrome douloureux chronique, comme le syndrome de l'intestin irritable. Donc sur le plan clinique, on va commencer par un interrogatoire à la recherche des facteurs déclenchants. On en a parlé, les parfums, les produits du nettoyage, l'air frais. Il peut s'agir comme facteur déclenchant d'exercice physique, d'infection virale ou de facteurs émotionnels. Donc là, dans cette étude transversale, on a trouvé que c'est le facteur déclenchant le plus retrouvé était les douleurs et le stress. Donc il faut chercher aussi des comorbidités. On l'a fait pour notre patiente, la recherche de RGO,
la recherche de syndrome de toux des voies aériennes supérieures, les enfants qui ont des végétations hypertrophiées, des infections itératives, une allergie, la dépression, l'anxiété. Pour elle, un facteur déclenchant, c'était la naissance de sa sœur, des pathologies pulmonaires associées à un syndrome d'apnée du sommeil et aussi des douleurs chroniques. Donc sur le plan clinique, on va avoir au premier plan soit une toux irritative chronique, pour l'enfant c'est plus de 4 semaines, une sensation de globus, goutte dans la gorge, ou des laryngospasmes. On peut aussi trouver une irritation laryngée avec une dysphonie récidivante ou une douleur lors de la déglutition ou d'inophagie. Surtout chez ces patients-là, on les a investigués, on a donné des traitements et sans résultat. Donc, concernant cette étude de Morrison et Ramage, le laryngospasme est au premier plan. Il peut être associé à une dysphonie, à une toux chronique, ou bien à une sensation de goût dans la gorge. Donc le laryngospasme, c'est un spasme au niveau des muscles vocaux qui va donner une dyspnée inspiratoire avec une dysphonie. Vidéo. Donc lors de l'inspiration, on a une fermeture au niveau glottique et l'enfant ou le patient, il va avoir une dyspnée inspiratoire. C'est souvent déclenché par un irritant. On a souvent cette réaction-là lors de la réalisation de nasofibroscope chez ces patients-là. Donc il faut se calmer, il faut pas stresser et en général l'épisode il passe. Donc là, dans une série de 372 patients, on a étudié l'hyperréactivité laryngée chez des patients chez qui on a diagnostiqué une toux chronique. C'était 372 patients. Avec le test à l'histamine, avec des dosages progressifs d'histamine, on a recherché ce réflexe-là dans 2 groupes de patients. Un groupe de patients qui avait un asthme plus toux chronique, un autre groupe de patients qui avait un asthme sans toux chronique. Et on a trouvé une hyperréactivité laryngée chez les asthmatiques avec toux dans 93%, alors que chez les asthmatiques sans toux, c'était un taux de 11%. Donc il y a d'autres symptômes à rechercher. C'est l'hyperesthésie laryngée, une dysphagie associée, une toux qui est inadaptée par rapport aux stimuli, mais aussi à l'examen laryngé, on va rechercher une inflammation, des signes d'œdème non spécifiques. Donc souvent, c'était des patients qui ont des signes paroxystiques, toux, globus, dysphonie, toux chronique, avec un bilan complet et un traitement qui a été réalisé sans succès. L'endoscopie laryngée au nasofibroscope va nous donner des renseignements par rapport à la mobilité laryngée, mais aussi des renseignements anatomiques. Et va aussi exclure une origine organique. Donc, on se base beaucoup dans l'examen laryngologique à la stroposcopie. Ça nous donne une finesse d'analyse des mouvements des cordes vocales et aussi ça nous permet de diagnostiquer des lésions infracliniques. Donc, on va mettre la première vidéo. Donc là, un larynx normal, sans stroposcopie. On voit les 2 cordes vocales qui sont de mobilité normale et de morphologie normale aussi. Et la vidéostroposcopie, avec la lumière stroboscopique, on va avoir une analyse fine de la muqueuse et de la sous-muqueuse des cordes vocales au ralenti. Donc parfois, on a des kystes sous-muqueux ou bien une parésie qui n'est pas visible à l'examen sans stroposcopie. Donc là, c'est un larynx normal avec une bonne mobilité. Alors, on peut trouver cet examen-là chez des patients qui ont un larynx irritable. La deuxième vidéo, chez une patiente qui fait des toux, qui a des toux irritatives récidivantes avec une dysphonie qui est épisodique. Et là, on a une parésie de la corde vocale gauche, qui est à droite, ici. Donc la corde vocale de gauche, elle est paresseuse, c'est une parésie. Donc là, on a fait notre bilan diapo d'après. Donc le traitement.
Donc on doit faire aussi un bilan d'une toux chronique et aussi un bilan orthophonique. Donc le bilan de toux chronique, on va passer. Le traitement, il y a 3 piliers dans la prise en charge thérapeutique du larynx irritable et on se base essentiellement sur la rééducation orthophonique. Donc on doit minimiser les stimuli sensoriels. Tout ce qui est stimuli, il faut l'éviter, les odeurs, les détergents, l'exposition à l'air froid, le tabagisme, l'alcoolisme. Si jamais il y a un reflux, il faut le traiter. Il faut reprogrammer la réponse motrice et la réaction aux stimuli par la rééducation orthophonique et la thérapie cognitive comportementale. Et aussi, on a recours à des traitements pharmacologiques, surtout si la toux chronique est au premier plan. Donc, on minimise les stimuli par la diminution de l'exposition, le traitement d'un reflux gastro-œsophagien. On va reprogrammer la réponse laryngée par une thérapie vocale. On va voir ce qu'on a fait pour notre patiente, des exercices respiratoires en orthophonie et une thérapie cognitive comportementale pour guider les patients dans leur réaction laryngée par rapport aux stimuli. Concernant les traitements pharmacologiques, il se base surtout sur le traitement de toux chronique, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les antidépresseurs tricycliques, la gabapentin, la prégabaline. Là, une étude qui parle de prégabaline avec thérapie vocale ou rééducation orthophonique. C'était un essai clinique qui a pris 2 groupes de patients. Le premier groupe, il a eu une rééducation orthophonique avec prégabaline à dose progressive jusqu'à atteindre un maximum de 300 mg. Deuxième groupe, placebo, en plus de la rééducation orthophonique. Dans les 2 groupes, on a trouvé une amélioration de la toux chronique avec un score d'hypersensibilité laryngée qui était amélioré dans les 2 groupes, avec une amélioration qui était beaucoup plus importante dans le groupe prégabaline. Concernant les traitements pharmacologiques, on a parlé aussi dans la littérature d'injection de Botox dans les cordes vocales pour le traitement de la toux chronique dans le cadre du larynx irritable et aussi du blocage du nerf laryngé supérieur. Là, une étude qui a concerné une série de patients avec une injection de 2 cc au niveau de l'entrée au niveau du laryngé supérieur, de la branche interne, avec 2 cc comportant un mélange de corticoïdes à libération prolongée et de lidocaïne. Donc c'était une cohorte de 46 patients. On a trouvé une amélioration de la toux secondaire à une hypersensibilité laryngée dans la majorité des patients, avec une amélioration moyenne de 51%. Donc, pour notre patiente, la petite de 5 ans, qui avait le syndrome de larynx irritable, elle a eu une prise en charge orthophonique avec 5 séances de 45 minutes, avec une rééducation orthophonique, une hygiène vocale, diminuer les cris pour les enfants. On a aussi diminué tout ce qui est irritant, des suppressions de la toux. C'est notre orthophoniste, elle fait la psychothérapie et les thérapies comportementales, des exercices respiratoires, des exercices de relaxation. On l'a réévalué après 2 mois. Il y avait une nette amélioration selon la mère. Donc, le syndrome du larynx irritable, c'est une réaction excessive du larynx. C'est un larynx qui est très irrité, hyperkinétique. Un stimuli même qui est anodin peut provoquer une toux, un laryngospasme ou bien une dysphonie chez ces patients-là. Il est souvent méconnu. Il passe par plusieurs spécialistes ou collègues pour faire le diagnostic. Il s'agit d'une obstruction des voies aériennes par une hyperstimulation du réflexe laryngé adducteur. C'est un diagnostic d'élimination. Il n'y a pas de critères diagnostiques par rapport à la durée. Dans la majorité des articles, on trouve une durée de 6 mois. Et la prise en charge doit être multidisciplinaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Salami. La parole à la salle, s'il y a des questions.
Docteur Farfer. C'est un cas très fréquent, cette toux chronique qu'on rencontre surtout chez les enfants, mais c'est aussi chez les adultes. Mais j'ai une question. Est-ce que vous explorez, vous faites les scanners des sinus pour voir s'il n'y a pas une sinusite associée ou quelque chose qui peut favoriser les jetages postérieurs qui entretiennent cette toux? Bon, c'est peut-être pas la même physiopathologie, mais... De toute façon, pour la toux chronique, c'est soit le reflux, l'asthme, ou bien tout ce qui est rhinorrhée postérieure, jetage postérieur. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est un examen systématique nasosinusien. On va explorer, comme on l'a vu, mais c'était un peu bref pour la présentation. On va réaliser une endoscopie nasale avec et sans vasoconstriction. On va aller au niveau des méas moyens, rechercher des sécrétions, une hypertrophie, une hyperplasie muqueuse. Et on passe au scanner que si on a une anomalie morphologique ou bien des sécrétions. Voilà. Sinon, le scanner systématique, on ne le réalise pas, puisque le diagnostic de sinusite chronique, c'est un diagnostic clinique essentiellement. Et les nébulisations de corticoïdes, par exemple le Pulmicort, est-ce que vous avez fait le test pour voir si ça peut améliorer les symptômes? Sincèrement, pour ces patients-là, j'en ai vu, mais la corticothérapie, en général, lorsque le patient il débarque chez vous, il a utilisé la corticothérapie, que ce soit par voie générale ou par voie inhalée. Il n'y a pas beaucoup de résultats, même dans la littérature. Le plus important dans la prise en charge de ces patients-là, c'est la prise en charge la diminution des irritants et une rééducation orthophonique, plus ou moins thérapie cognitive. Et le traitement, en général, on ne passe pas à un traitement pharmacologique que pour les adultes où la toux elle est au premier plan. Docteur Café. Pardon. Bonjour, j'ai été très intéressé par votre topo. Je suis ancien endoscopiste qui avait en charge l'endoscopie de la salpêtrière pendant une dizaine d'années dans une autre vie. Alors, j'étais intéressé par l'endoscopie. Il y en avait quand même la moitié qui avait des larynx inflammatoires. Alors, une seule question, parce que la laryngotrachite spastique comme ça, c'est le cauchemar de l'oréal et aussi du pneumologue. J'en ai une ou deux comme ça, quand elles arrivent, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai vu que vous faisiez du botox sur les cordes vocales. Vous en avez vraiment l'expérience? Je vous en enverrai. Normalement, c'est faisable. Mais il n'y a pas beaucoup d'études qui en parlent. Dans le traitement de la toux chronique irritative, il y a des petites séries qui en parlent avec une bonne efficacité. C'est un geste qui n'est pas dénué de risque, certainement. Je pense pas que je vais le faire un de ces jours. On va essayer autre chose. Mais c'est efficace. Dans la littérature, c'est efficace aussi bien que l'infiltration au niveau du laryngé supérieur. Merci Monstre pour cette belle présentation. Moi, je voulais te féliciter d'abord pour ce que tu nous as appris. Je voulais te demander, est-ce que depuis la pathologie Covid, est-ce qu'il n'y a pas eu une renaissance de cette pathologie? Est-ce qu'on l'a mieux comprise? Moi, j'ai l'impression qu'on en voit tellement. Bon, on met ça sous le compte du Tocris, Tovas, tout ce que vous voulez. Mais cette partie-là, est-ce qu'elle n'a pas été encore en fréquence augmentée par la pathologie Covid? Effectivement, il y a un article, je ne l'ai pas mis dans la présentation, qui parle de larynx irritable et hyperréactivité laryngée après le Covid. Et ça rentre dans la panoplie de pathologies nouvelles qui sont en recrudescence actuellement, juste après le Covid. Et, certainement en pneumo, aussi en ORL, on a même des tumeurs qu'on découvre juste après le Covid. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a eu des essais avec les antagonistes des récepteurs P2F3, genre gefapixant, sur ce type de pathologie? Parce que vous savez que nous, le pneumologue, actuellement, on a les Tocris qui nous cassent beaucoup les pieds, et donc on a cette nouvelle molécule qui est arrivée sur le marché. Est-ce que vous avez une expérience par rapport à ce médicament?
par rapport à la revue de la littérature que j'ai fait pour la présentation, Oui. il n'y en a pas. Parce que vous avez parlé du Lyrica, bien sûr, hein. Mais Oui. là, Il y a des essais cliniques qui en parlent pour la toux chronique avec hypersensibilité laryngée. Mais la littérature, elle a concerné essentiellement la toux chronique, qu'elle soit sans ou avec hypersensibilité laryngée. D'accord. Mais sincèrement, on n'a pas l'expérience De Jeff pour Apixon. notre pathologie. Ouais. D'accord. Docteur Ghraïli. Oui, moi je voulais poser une question sur le plan pratique. Est-ce que l'exploration dynamique des cordes vocales est quelque chose qui est de pratique courante, parce qu'on a du mal, on a souvent un tableau typique, mais on a du mal à voir le diagnostic par les ORL. Il paraît que cette exploration dynamique est un peu complexe. Pour bien explorer le larynx, il faut faire la stroposcopie. C'est essentiel pour bien visualiser les cordes vocales et analyser leurs mouvements et leur morphologie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des kystes ou bien des parésies des cordes vocales qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ce qu'on faisait avant la stroposcopie, c'est la réalisation d'endoscopies qui sont enregistrées. Et par la suite, on va défiler avec une diminution du temps un ralentissement, à peu près de 50% ou bien de 25%. Et dans ce cas-là, on détecte beaucoup de lésions et anomalies de mobilité des cordes vocales. Mais sinon, en France, par exemple, il y a des ORL qui sont spécialistes en phoniatrie ou en laryngologie. Nous, on est plutôt resté sur l'ORL généraliste. C'est ça le souci. Mais c'est un monde, la laryngologie. Docteur Basma. Oui, merci. Docteur Salemi, justement, quand on voit l'aspect endoscopique, c'est là, puis là. Désolé. Donc, quand on voit un peu l'aspect endoscopique, ça rappelle un tout petit peu les fasciculations, donc au niveau des cordes vocales. Le fait de bloquer en partie l'activité du nerf laryngé par voie chimique, ces patients-là ne risquent pas de basculer vers la dysphonie. En fait, on peut avoir pour le blocage du nerf laryngé supérieur une dysphonie aux voies hautes. Mais on ne va pas avoir de paralysie de cordes vocales. Parce que c'est le nerf laryngé inférieur qui va mobiliser les cordes vocales. Et on l'a pas essayé dans le service, mais dans les articles qui en parlent, ils ont de très bons résultats. Et parfois, après 6 mois ou 1 an, les patients ils reviennent pour avoir une autre injection. Et il y a même des articles qui parlent du bloc bilatéral, par injection bilatérale de corticoïdes et lidocaïne. La lidocaïne, son effet, il va pas persister. On va chercher essentiellement l'effet de la corticothérapie locale. Parce que assez souvent, les patients qui présentent un larynx irritable, c'est des patients qui utilisent beaucoup leurs cordes vocales, les chanteurs et tout ça, et les gens qui... C'est la dysphonie dysfonctionnelle. Voilà, plutôt dysfonctionnelle. On résout pas le problème s'ils vont basculer vers la dysphonie. C'est ça le problème. Bon. Mais si il n'aura pas de dysphonie, s'il n'y a pas d'atteinte du nerf laryngé, mais sinon, toujours dans ces pratiques-là et ces interventions, il faut associer une rééducation orthophonique aux injections. La rééducation orthophonique, elle nous résout beaucoup de problèmes. Même pour les patients qui ont une dysphonie dysfonctionnelle avec des polypes laryngés ou bien des kysting nodules, on a de très bons résultats. Merci, Dr Salemi, pour cette conférence fort intéressante. Merci. Donc, à la fin, je tiens à remercier tous les orateurs pour la clarité de leur conférence et surtout d'avoir respecté le temps. Et je remercie aussi l'assistance parce qu'ils étaient intéressés, ils ont posé beaucoup de questions. Et à demain matin, on commence la première séance du sommeil à partir de 9h. Du sommeil.